Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur la première et on vous en remercie. C'est Ligne Directe qui démarre avec aujourd'hui un sujet central pour beaucoup de Calédoniens, celui de la commercialisation de la viande de chasse. La question se pose depuis plusieurs années et il semblerait que son traitement soit en considération timide. D'un côté, des arguments de gestion et de préservation de la nature, ainsi qu'une avancée vers l'autonomisation du pays en ressources alimentaires. De l'autre, des arguments sanitaires. Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment évolue cette question ? Quels pourraient être les bénéfices économiques d'une telle pratique ? La mise en place d'une filière est-elle envisageable ? Pour parler de ce sujet, aujourd'hui, nous recevons Lionel Brinon. Il est élu au Congrès et président de l'Agence rurale. Marcel Canel, lui, est président d'honneur de la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie. Et Pierre Aubé sera avec nous par téléphone. Et il est lui, président de la Fédération de la faune et de la chasse. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Et je rappelle à tous nos auditrices, nos auditeurs que le 258 est à leur disposition, à votre disposition, pour venir réagir, intervenir, poser vos questions, votre indignation, pourquoi pas. 258, ligne directe, c'est parti. Votre quotidien La Loupe, dans Ligne Directe, de 8h à 9h sur la première. Donc tout d'abord, bonjour à tous les trois. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et bienvenue à vous dans cette émission Ligne Directe. Donc on l'a dit dans mon lancement, j'ai beaucoup parlé de la commercialisation de la viande de chasse. On va peut-être aussi élargir un petit peu sur le cerf, sa place dans la société calédonienne un peu ancestrale maintenant. Depuis 150 ans qu'il est arrivé sur le territoire, il a pris une place prépondérante dans la vie des broussards, dans la vie des Calédoniens. Si on doit parler de commercialisation, on devrait plutôt parler de légalisation de la commercialisation, parce qu'aujourd'hui c'est une commercialisation qui se passe beaucoup sur le chapeau, sous le manteau, on va dire plutôt à travers le territoire. Vous, Marcel Canel, vous êtes chasseur émérite depuis très longtemps, on vous connaît, beaucoup de Calédoniens vous connaissent, et vous, cette question, elle vous concerne beaucoup, elle vous touche beaucoup. Pourquoi ? Moi, dans un premier lieu, cette question, elle me concerne tout simplement en tant que Calédonien, en tant que chasseur, bien entendu, parce que je suis passionné de chasse. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le débat sur le cerf, c'est un débat qui est passionnant, mais qui est aussi très, très passionné, parce qu'on touche à quelque chose de viscéral dans la culture calédonienne. Cet animal fait partie de notre culture, il fait partie de notre société et il joue un rôle dans notre économie. Longtemps, moi je me souviens quand on était petit, mon grand-père nous parlait des cerfs. Quand il tuait un cerf, c'était pour faire la ration pour les hommes sur la station. Donc c'était une viande déjà qui était consommée par toute la population. Aujourd'hui, en brousse, c'est une viande qui est très consommée. On la voit partout, on la voit dans les kermesses, on la trouve sur les marchés, on la trouve au bord de la route en vente de brochettes. Donc le cerf, c'est un animal qui fait intégralement partie de la société calédonienne, avant tout. La chasse, c'est quelque chose qui le concerne, bien entendu. Ça concerne les chasseurs aussi, mais ça concerne avant tout tous les Calédoniens. Pour nous, c'est une ressource pour le pays. Le débat que nous rencontrons là aujourd'hui, c'est un débat qui tombe à point, puisqu'on sort d'une période de confinement où on se pose la question par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Bon, certes, on n'est pas les premiers à en parler. Il y a déjà des élus qui en ont parlé, et depuis bien longtemps. Et donc, voilà, c'est peut-être maintenant que le fruit commence à être mûr qu'il faut mettre les choses en place pour essayer de faire enfin avancer ce dossier, qui est un dossier qui dure maintenant depuis quand même plus d'une dizaine d'années. Alors vous avez dit que le cerf était une ressource aujourd'hui pour le territoire, alors qu'on parle plus de fléau environnemental. On ne s'est pas fait un peu dépasser aujourd'hui avec une population de 300 000 cerfs qui cause chaque année 2 milliards de dégâts sur l'environnement. Lionel Brinon, vous voulez répondre à ça ? Oui, bonjour. Avant tout, je suis content qu'on recentre le débat sur la chasse et la commercialisation de la viande de cerf chassé. Il faut bien faire la différence entre la commercialisation de la viande de chasse et la commercialisation des autres espèces chassées. Je veux simplement rappeler que la chasse des autres espèces emblématiques de Nouvelle-Calédonie, les notous, les roussettes, etc., sont totalement interdits et doivent rester totalement interdites à la commercialisation. Donc là, on parle plus de cerfs, de lapins, de chèvres, de cochons ? Je pense que si déjà on arrivait à avancer sur la commercialisation du cerf, on aurait déjà bien avancé. Le reste, je pense que ça doit rester dans de l'autoconsommation et de la transmission entre personnes, don contre don, mais pas de commercialisation. Donc pour revenir à votre question, effectivement, le cerf est une ressource primordiale pour les Calédoniens. C'est une viande de subsistance. Je considère que ça doit faire partie de la sécurité alimentaire en Nouvelle-Calédonie, mais
nous avons également le problème des surpopulations qui nous ont dépassés et qui maintenant impactent fortement les écosystèmes primaires, notamment la forêt dense humide. Et effectivement, il y a cette ambiguïté, cette ambivalence entre cerf, ressources à protéger, et cerf à contrôler par rapport aux impacts environnementaux qu'ils occasionnent. Alors, vous dites à protéger, mais aujourd'hui, avec l'impact qu'il a sur l'environnement, cette surpopulation, est-ce qu'on peut parler de protection ou on doit avant tout parler régulation, justement? Je rappelle que Pierre Aubé, président de la Fédération de la faune et de la chasse, vous êtes avec nous par téléphone. N'hésitez pas à intervenir. Les questions sont posées à vous trois, messieurs. Hein. D'accord? Oui. Oui, bien sûr, je vous remercie. Oui, Monsieur Canel parlait tout à l'heure, depuis combien de temps on parle de ce dossier? Depuis 2008 pour être exact, et même un peu avant, voyez-vous. Et je rejoins aussi ce que vient de dire Lionel concernant la ressource, c'est-à-dire de nourriture pour les Calédoniens et les dégâts que causent les cerfs. Mais il y a deux choses. Il y a des endroits où les cerfs ne sont pas très nombreux, donc ils posent pas vraiment de problème. Donc là, on peut pratiquer une chasse tranquille. Et puis il y a des endroits, effectivement, depuis que les propriétaires terriens se sont clôturés, eh bien les cerfs ont dégagé, c'est-à-dire ont envahi, disons, la chaîne. En gros, on va dire ça comme ça, ont envahi la chaîne, alors qu'ils étaient situés généralement sur le piémont. Alors maintenant qu'ils sont dans la chaîne et qu'ils sont nés dans la chaîne, ils restent dans la chaîne et puis je vous assure que ça fait des dégâts. Alors déjà en 2008, on parlait déjà de l'accès au domaine pour les chasseurs. Mais bon, ça n'avance toujours pas. Voilà. Alors là, vous dites qu'il y avait une telle pression sur le cerf dans les plaines qu'ils sont montés en haut des montagnes, en haut de la chaîne. Mais vous parlez de dégâts. Quels sont les dégâts occasionnés par des cerfs s'ils ne sont pas dans les champs, s'ils ne sont pas là où vive l'homme finalement? Pourquoi est-ce les dégâts sont-ils... pourquoi est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a des dégâts? Alors, les dégâts, déjà, si les propriétaires terriens se sont protégés avec des clôtures dites à cerf, pour se protéger des cerfs, c'est que faisaient déjà des dégâts parmi les pâturages, voyez-vous. C'était un combat permanent entre les bovins et les cerfs. Donc, les propriétaires terriens se sont protégés et font maintenant que du bovin impeccable. Maintenant, les cerfs, il faut bien qu'ils aillent manger, donc ils se sont déplacés. Et dans la forêt, dans les forêts, les dégâts sont de plus en plus importants, voire même, c'est même inquiétant, parce que moi j'ai visité quelques endroits au niveau, bon, c'est pas partout, il y a des endroits, les populations de cerfs sont denses, mais vraiment denses, et ils cassent tout, détruisent tout. Voilà. Donc il y a une érosion qui est créée, c'est-à-dire par le pétitement, ils détruisent les racines des arbres, ils les brisent, c'est-à-dire ils frottent toutes les jeunes pousses, ils sont broutés, frottés, etc. Et tout ça, ça meurt, voyez-vous. Apparemment, de l'extérieur, on a l'impression que la forêt, elle est là, mais en réalité, dessous, il y a d'énormes dégâts qui ne sont pas visibles vus d'un hélicoptère, par exemple. Il faut aller à la forêt pour s'en rendre compte. Très bien, merci Pierre Aubé. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération de la faune et de la chasse. Il y a Lionel Brinon, président de l'Agence rurale, qui veut réagir. Oui, effectivement, comme le dit Pierre Aubé, donc au début de ce dossier, dans les années 2005, ce sont surtout les éleveurs de bovins qui nous ont sollicités pour pouvoir les aider à protéger leur pâturage. On venait de vivre déjà une première grande sécheresse et il y avait une compétition très importante entre le cerf sauvage et le bovin. Et donc, compétition importante pour laquelle nous avons mis en place un système de clôture qui s'était appelé les barrières à piquant à l'époque, où on a clôturé quasiment l'ensemble de la côte ouest, tout le bord de route, déjà aussi pour protéger contre les accidents de voiture sur la RT1, et puis protéger les parcelles pour que les éleveurs puissent de nouveau faire de l'élevage de bovins en toute sécurité. Le problème, c'est que les animaux ont été exclus de ces zones de gagnage, et donc sont partis sur le piémont et ont commencé à coloniser la chaîne. Ensuite, on a traversé des périodes de grande sécheresse où là, il n'y avait plus du tout de graminées en quantité suffisante sur le piémont et dans les plaines. Et donc, ils sont montés plus profondément dans la chaîne, s'y sont installés. Et effectivement, dans certains endroits, on a une destruction quasi totale de la régénération des espèces endémiques, des espèces forestières, les fougères, etc., avec derrière des conséquences en matière d'érosion dans les cours d'eau. Et il y a effectivement des zones en Nouvelle-Calédonie, dans la chaîne centrale, sur les domaines en général de la Nouvelle-Calédonie, où les dégâts sont très importants. Donc pour lesquels il faudrait effectivement
baisser l'impact, baisser le nombre d'animaux et les impacts de ces surpopulations sur notre environnement. Ensuite, juste pour revenir sur un chiffre que vous avez donné tout à l'heure, vous avez parlé de 300 000 cerfs en Nouvelle-Calédonie. On n'a aucune idée du nombre de cerfs qu'on a en Nouvelle-Calédonie. On a entendu toutes sortes de chiffres, hein, mais ça dépend vraiment des endroits et il faut vraiment être prudent. On pense que c'est plus ? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire. En tous les cas, il est mangé, d'après les études, entre 80 000 et 100 000 cerfs en Nouvelle-Calédonie tous les ans. Donc on peut estimer effectivement que si par endroit la population continue à augmenter, c'est qu'il y a probablement de grandes quantités d'animaux. Mais il y a une grande disparité. Donc il faut être vraiment prudent. Disparité géographique, vous voulez dire ? Disparité géographique et le plan de régulation qu'on a mis en place, hein, grâce à la fédération, à l'EDEC, les éleveurs de cerfs, les captureurs, dans les années 2010, ont quand même eu du résultat parce que sur la côte ouest, en général, la population a quand même bien baissé par rapport à ce qu'il y avait il y a 15 ans de ça. Merci M. Brignon. Alors M. Canel, vous voulez intervenir, mais on a Joanie au téléphone. On va juste mettre ce sujet entre parenthèses et on va écouter la question, l'intervention en tout cas de Joanie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, merci. Non, c'est juste une question par rapport à... Vous savez que les cerfs font beaucoup de dégâts parce que dernièrement on a été à la chasse au moto. On voyait les dégâts qu'il y a eu dans la forêt. Et sinon, je voulais poser une question par rapport à ceux qui lâchent des cerfs dans le col d'Amieux. Parce qu'il y a eu des camions qui ont été lâchés de cerfs, mais c'est des milliers, quoi. Enfin, il y a eu plusieurs camions qui sont venus lâcher des cerfs dans le col d'Amieux. Soi-disant, ils étaient trop mecs, ils restaient sur l'autre côte. Ils sont venus lâcher dans le col d'Amieux. Je peux savoir c'est qui donne cette autorisation de venir lâcher. On va voir si quelqu'un peut répondre à cette question qui est quand même très précise. Monsieur Brignon ? Oui, donc c'est... En fait, moi je considère ça plutôt comme une rumeur. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on entend dire que des éleveurs iraient lâcher des cerfs au col d'Amieux, au col des Roussettes, au col de Nassira. Moi, j'ai demandé aux gens à l'époque de me prouver, parce que les cerfs qui sont capturés dans des élevages, en général, c'est vraiment pour les élever et les envoyer à la boucherie. Tous les animaux sont bouclés et donc personne dans les chasses en forêt n'a jamais tué un cerf avec une boucle dans la chaîne centrale qui aurait pu amener le moindre preuve. Je pense que ça fait plutôt de la rumeur parce que les éleveurs de cerfs, en général, lorsqu'il fait très sec, ils les nourrissent ou alors ils ouvrent leur parc derrière chez eux, ils laissent la végétation repousser pour les rattraper un petit peu plus tard. Mais je ne vois pas les associations ou même les établissements publics chargés des animaux pour aller les relâcher ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Ça, je pense, ça reste de la rumeur. Voilà, Joanie, j'espère qu'on aura répondu à votre interrogation. C'est vraiment une rumeur, on va garder les yeux ouverts, quoi. Ok, merci. Merci, bonne journée. Enfin, monsieur Canel, vous vouliez reprendre la parole par rapport à ce que disait M. Brignon ? Je voudrais apporter une nuance par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant le nombre d'animaux. Bien sûr, c'est complètement impossible de dire combien de cerfs. C'est comme si je vous donnais une planche termitée puis que je vous demandais de me dire combien il y a de termites dedans. Quoi. Donc on peut tourner longtemps autour du problème, on ne va pas le régler de cette manière. Je pense par contre que ce qui est intéressant, c'est de nuancer et d'avoir un maximum d'informations. Et là-dessus, les pouvoirs publics ont fait le nécessaire. Il y a eu le CREG, il y a différentes associations qui ont travaillé là-dessus, différentes structures. Je crois que la chose la plus importante, c'est d'abord de cibler les zones qui sont les plus impactées et raisonner non pas en termes de population, mais bien en termes de dégâts, puisqu'il s'agit de limiter les dégâts. Ce qu'il faut savoir, comme l'a si justement souligné tout à l'heure Pierrot, c'est qu'à un moment se pose le problème des accès au domaine, certes, mais la société calédonienne a été tellement bouleversée depuis les années 70, je dirais même après le boom du nickel, que les choses ont complètement évolué. Il y a des cerfs qui sont dans la chaîne aujourd'hui et puis qui détruisent la chaîne. Les cerfs qui sont dans la chaîne, ils ne sont pas aussi nombreux que les cerfs qu'on va trouver sur la côte dans des propriétés où les gens font du pâturage amélioré. Par contre, les dégâts, eux, sont très importants parce qu'un cerf qui est en pleine forêt humide, pour faire son bol alimentaire, il va circuler beaucoup plus qu'un cerf qui se trouve au milieu d'un carré de signal grasse. Donc,
C'est très important de prendre tout ça en compte. Il y a autre chose aussi qui se passe. On parle des accès, mais les accès, c'est les voitures, mais ce sont aussi les mollets. On ne parle pas suffisamment des mollets parce que dans la mentalité calédonienne, et là, je parle en connaissance de cause pour y avoir assisté pendant pratiquement 40 ans, les mentalités ont changé. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de prendre un pick-up et puis de tirer de la benne du pick-up avec un projecteur. Il est beaucoup plus facile d'aller sur des endroits où on peut se déplacer mécaniquement de la façon la plus simple possible que d'aller se taper les crêtes pour aller au fin fond du col d'Amieux ou au fin fond des Dzumacs. Moi, je prends l'exemple des Dzumacs. Il n'y a pas tant de chasseurs que ça qui vont dans les Dzumacs. Et les chasseurs qui tuent dans les Dzumacs, je peux vous dire que c'est des gens aguerris. C'est des gens aguerris, c'est pas des gens qui sautent dans les bennes de voiture, quoi. Voilà. Et malheureusement, il y a un travail à faire sur les mentalités par rapport à tout ça, par rapport aux méthodes. Merci, Monsieur Canel. On a Antoine au téléphone. Bonjour, Antoine, bienvenue. Oui, bonjour. Je voulais avoir une petite question pour une petite précision par rapport aux élevages de cerfs. J'ai entendu parler que les personnes qui pouvaient faire de l'élevage de cerfs, en fait, ils faisaient surtout de la capture de cerfs et qu'il y avait un certain temps qu'il fallait respecter avant de pouvoir la commercialiser pour le qualifier de cerf d'élevage. Il me semblait que c'était quelque chose comme 6 mois ou quelque chose comme ça, genre tu captures le cerf, tu boucles le cerf, tu justifies que tu l'as chez toi depuis plus de 6 mois et ça y est, pouf, c'est devenu un cerf d'élevage. Donc j'aimerais savoir si c'est vraiment le cas et si c'est pas le cas, quels sont les réels délais et quelles sont les conditions qu'on peut qualifier un cerf d'élevage. Merci. Merci pour votre question, Antoine. Monsieur Brunon va vous répondre. Oui, donc effectivement, en fait, c'est une règle de commercialisation. Ces cerfs-là étaient en très grande majorité destinés au marché européen. Et en Nouvelle-Calédonie, le cerf rusa, il faut l'avouer, c'est un cerf par rapport au cerf rouge européen ou au cerf au wapiti en Nouvelle-Zélande ou même en Europe. C'est un cerf qui est beaucoup plus compliqué à élever qu'un cerf rouge ou wapiti. C'est plutôt un cerf qui reste sauvage. Et la rentabilité d'un élevage est compliquée. Donc du coup, à l'époque, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait qualifier le cerf au niveau du marché européen. Et il y avait 2 catégories. Il y avait le cerf d'élevage et le cerf sauvage. Et le cerf calédonien a été considéré, d'après la réglementation européenne, comme pouvant devenir un cerf d'élevage en partant de ce qui se passait dans les pays du nord de l'Europe où ils attrapaient des rennes et qu'ils les fermaient. Et à partir du moment où ils les fermaient plusieurs mois, ils étaient considérés comme cerfs d'élevage et ils pouvaient commercialiser la viande. Donc on est parti de cette réglementation-là. Et effectivement, en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie a autorisé la capture d'animaux, mais pour qu'ils soient considérés cerfs d'élevage, il doit être bouclé, identifié individuellement et rester au minimum 3 mois dans des parcs en élevage, adoucis, pour qu'ensuite sa viande soit considérée comme viande de cerf d'élevage. Alors, on va bientôt accueillir Steve au téléphone, mais Monsieur Brunon, je voudrais juste une précision. Pourquoi c'est une sorte de quarantaine ? Pour être sûr de ne pas attraper de maladies liées à qu'un cerf sauvage pourrait transmettre ? Je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est la réglementation européenne qui a permis cette dérogation avec un délai obligatoire pour pouvoir le considérer comme viande de cerf d'élevage. Délai, vous nous avez dit de 3 mois. 3 mois. Steve, merci Antoine pour votre question. J'espère qu'on y a répondu. On a Steve tout de suite. Bonjour Steve. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le gars qui a appelé tout à l'heure, là, pour le... Joigny par rapport au col d'Amieux. Voilà. Oui. Il a raison, le gars. Il a raison parce que moi, j'ai tué un cerf avec des trous dans les oreilles, là, pour mettre les boucles d'oreilles. Enfin, les fameuses étiquettes. C'est lâcher de cerf. Nous, on a une propriété, nous, dans le col des Roussettes. Et c'est vrai. Donc, j'ai les photos. J'ai fait venir le gars, là, un des cadres de la fédération de chasse, là, à la maison, ici, là. Et j'ai montré les photos. Donc, les preuves, je les ai. J'ai les témoins aussi, parce que j'étais avec un neveu à la chasse, un copain. Donc, je peux emmener tout ça là, moi. Donc, il ne faut pas dire que c'est pas vrai. Parce que tout ça, le gars là, il m'a dit. Je ne vais pas te donner son nom, parce que la personne là, elle m'a dit que c'est vrai. Okay. Mais seulement, il faut choper le gars tout de suite là, avec le camion. Excusez-moi, parce que là, je suis un peu énervé là.
Mais il faut choper le gars tout de suite sur le fait. Pour pouvoir avoir la vraie preuve que là, il n'y a plus personne qui peut dire hein, c'est pas vrai. Il faut choper le gars, là, quand il recule et puis il lâche son camion de cerf. Là. C'est ça le truc. Parce que sinon, les vivres sont coupés. C'est simple. C'est simple. Les vivres, là, les subventions et tout ça, ils sont coupés. Parce qu'ils ont déjà été coupés une fois. Oh, merci Steve. En tout cas, on entend... Je dis, parce que moi je connais bien des éleveurs à Bouraké, partout là, des grands éleveurs, je connais très bien, je les ai appelés tout. Donc voilà. Alors il ne faut pas dire que c'est pas vrai, parce que c'est vrai. Donc, voilà. Merci beaucoup Steve. En tout cas, j'ai les preuves hein, avec les oreilles percées. Donc s'il y a un salon comme on beauté dans les forêts là-bas pour percer les... Mais enfin... En tout cas, merci, encore une fois, merci Steve, c'est votre droit et c'est tout l'intérêt de cette émission. Merci d'être intervenu. Je ne pense pas qu'on puisse apporter quelques précisions. En tout cas, vous avez donné, vous, votre témoignage, votre point de vue. On vous en remercie. Et merci beaucoup d'être passé. Je voudrais juste qu'on recentre un petit peu la question sur la commercialisation de la viande de chasse, parce qu'on l'a vu, clairement, on a identifié le cerf comme étant une nuisance vraiment assez grave sur l'environnement calédonien. On voit que la régulation, elle coûte cher. Hein. C'est des battues, c'est des battues par hélico, du poison, des piégeages, etc. Ça coûte cher, c'est difficile. Merci Steve. Hein. On va... Merci beaucoup, merci Rodolphe. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'on a... la Calédonie importe 85% de son assiette. Donc, pour les personnes comme moi, par exemple, qui ne connaissent pas vraiment la problématique de la chasse, etc., on peut se dire, on a une problématique d'autonomie alimentaire, on a de l'autre côté un animal qui abîme notre environnement. Si on légalisait la commercialisation de la chasse, on pourrait créer des revenus décentralisés pour les personnes en brousse. Donc, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas ? Monsieur Bruno ? Monsieur Canel ? Pourquoi ça ne se fait pas ? Pourquoi ça ne se fait pas encore ? Puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien pour discuter de façon à vulgariser quand même l'idée sur la légalisation de la commercialisation de viande de chasse, de gibier de chasse et en particulier de cerf. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on sait très bien qu'il existe des réseaux clandestins qui fournissent énormément de familles en Nouvelle-Calédonie. On sait bien qu'en brousse, tous les gens ont leur contact et que, sous le manteau, à Nouméa, dans plein d'endroits, hein, on ne va pas vous les citer là, mais on en connaît pas mal, se vend de la viande. Donc, c'est comment faire pour arriver à mettre tout ça au clair. C'est là que la situation devient complexe, parce qu'on a des contraintes. On a des contraintes qui sont avant tout des contraintes d'ordre sanitaire par rapport à la viande qui est commercialisée. On ne peut pas faire n'importe quoi, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Mais alors, quels sont les arguments ? Vous avez parlé de questions sanitaires, mais concrètement, quels sont les arguments avancés pour que cette problématique n'avance pas finalement ? Est-ce que c'est compliqué de mettre la filière en place ? C'est compliqué au niveau de la législation ? Est-ce qu'au niveau de l'agence rurale ou du Congrès aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sorties politiques qui sont mises en place, qui sont pensées aujourd'hui ? Est-ce que c'est des questions qui sont mises sur la table ? Je voudrais répondre et puis après donc donner la parole à M. Brinon. Moi, j'ai quitté la présidence de la fédération en 2009. On avait commencé à travailler sur ce programme bien avant. On avait fait une formation avec un professeur qui s'appelait le professeur Zachary, donc du ministère de l'Agriculture, qui était en Nouvelle-Calédonie, qui avait formé, je crois qu'on était 17 à avoir eu cette formation pour la formation à l'examen initial du gibier en vue de sa commercialisation. Donc, tout était lancé. Tout ça, ça résulte d'un programme qui a été mis en place par la province sud, l'EDEC et les chasseurs en 1994. Rappelez ce qu'est l'EDEC rapidement. L'EDEC, c'est l'établissement des élevages de cerfs. Ça, donc, c'était ce qu'on a appelé les accords de la foi. C'était en 2006. En 2006. Je me suis planté, tu vois, excuse-moi. Moi, je suis un petit peu vieux, hein, quand même, il faut le dire. Et donc, on a commencé à discuter de tout ça et ça s'est mis en place progressivement. Moi, il y a une chose qui me gêne beaucoup en Nouvelle-Calédonie, et ce n'est pas M. Brinon en face de moi qui est directement concerné, c'est que pendant toutes ces périodes de mandature, j'en ai fait plusieurs, en tant que vice-président, en tant que président,
on assiste à chaque fois à des bouleversements au sein de la société administrative calédonienne, avec des changements, avec des responsabilités qui changent. Alors dès qu'on avance sur un dossier, eh ben, il suffit qu'un nouveau chef de service soit changé, tout ça, et puis tout ça, ça prend du retard. On a eu des exemples comme ça, en particulier avec les services environnementaux et les services de l'agriculture des différentes provinces. Alors à chaque fois, ça nous prend beaucoup de temps. Mais au niveau du lancement de la machine, voilà, Lionel a parlé de 2006, la machine, elle est lancée de 2006, avec des ralentissements, certes. Ça fait 15 ans. Dans tous les cas, on est sur la route, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on aimerait bien en sortir maintenant. Quoi. Monsieur Bruno. Oui. Alors, monsieur Pierre Aubet, pardon, président de la Fédération de la faune et de la chasse. J'abonde dans le sens de Marcel, puisque j'étais aussi dans la Fédé à l'époque. De Marcel, en tant que vice-président, quand Marcel était président. Ce dossier avait été lancé, bien avancé et presque bouclé en fin 2008. Hein. Il y avait même des plans qui avaient été dessinés pour faire la récolte des carcasses. Hein. Et il y avait des gens qui avaient été formés, Marcel l'a dit tout à l'heure, à l'examen initial des carcasses pour pouvoir les mettre en chambre frigorifique. Et ces chambres frigorifiques faisaient la récolte au niveau de la viande de chasse. Bon, et après l'examen, valable ou pas valable, après ça pouvait partir à l'OCEF. Mais bon, c'était très compliqué à mettre en place, mais on était pratiquement presque au bout du dossier. Et puis, ben voilà, comme le dit Marcel, une nouvelle équipe, nouvelle tête à l'exécutif, et patatras, tout ça s'est tombé par terre, et on a mis au calendes grec, quoi. Alors ça fait dodeliner monsieur Bruno, en tout cas. J'ajoute aussi que il y a à peu près, bon, il y a des chiffres qui circulent, mais bon, entre 2000 et 2900 tonnes de viande qui sont théoriquement dites de chasse, qui sont vendues. Ça, c'est énorme quand même. Bon, depuis, si je prends l'exemple de 2008, parce que Monsieur Marc Collin avait rendu un rapport sur le sujet en 2008, bah depuis 2008, quand même, ça fait 12 ans qu'on est sur le dossier. Ça fait 12 ans que tout le monde s'en accommode, qu'il n'y a pas de problème, quoi. Voyez-vous ? Tout se passe bien. Voilà. Sauf que, il n'y a rien de réglementaire. Il n'y a rien il suffirait peut-être d'un texte. Bon, il faut y réfléchir. Je sais, c'est très, très compliqué. Ça, je le reconnais. Moi-même, personnellement, je ne sais pas par où commencer, je vous assure, pour essayer de mettre en place cette fameuse réglementation de la viande de venaison. Voilà, parce qu'il faut l'appeler comme ça. La viande de venaison. Et puis, comme le disait Lionel, cerf seulement. Pas le reste, hein. Pas les notous, pas les roussettes, etc. Monsieur Pierre Aubet, je rappelle, vous êtes président de la Fédération de la faune et de la chasse. Vous nous annoncez des chiffres assez conséquents sur une commercialisation un peu sous le manteau de viande de chasse. Pourtant, on n'a pas de grands chiffres de gens qui tomberaient malades à cause de viande avariée ou qui ne respecteraient pas certains risques sanitaires. Donc, on peut vraiment se poser la question de savoir, encore une fois, quand on connaît l'impact du cerf sur l'environnement et les conséquences économiques bénéfiques qu'il pourrait avoir sur l'économie locale, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas sur ce dossier ? Alors, on a peut-être déjà... ça je ne sais pas, hein, mais si on revient à l'aspect sanitaire de la viande, effectivement, on peut dire, l'aspect sanitaire, voilà, on peut dire qu'il y a très très peu de problèmes sanitaires vis-à-vis de la consommation de cette viande. Ça, c'est vrai. Mais les chasseurs, ils savent ce qu'ils font. Hein, ils vendent pas de la viande qui est pas vendable, quoi, on va dire ça comme ça. Hein. Justement, avec la mise en place d'une filière, quelque chose de réglementé, avec une réglementation, justement, on pourrait peut-être aller encore plus loin. Monsieur Brinon, est-ce qu'aujourd'hui la question est posée au Congrès ou au niveau de l'agence rurale ? Avant de répondre à cette question, je voulais juste revenir sur certaines affirmations que vous avez dites tout à l'heure sur les différentes techniques pour réguler les surpopulations de cerfs en Nouvelle-Calédonie. Vous avez parlé du poison. Nous nous sommes toujours opposés à l'utilisation du poison en Nouvelle-Calédonie. La Fédération des chasseurs également, l'ensemble des chasseurs de la Nouvelle-Calédonie et les DEC aussi. Il n'est pas question pour l'instant d'utiliser le poison en Nouvelle-Calédonie. Les risques sont beaucoup trop importants. Donc, toutes les autres méthodes doivent être envisagées, mais pas de poison en Nouvelle-Calédonie. Merci pour ces précisions. Nous avions d'ailleurs, à l'époque, avec Marcel, Canel et d'autres, été en Nouvelle-Zélande, voir les dégâts collatéraux que pouvait entraîner le poison et ses impacts sur l'eau et sur les chevaux, sur les autres animaux. Tous les animaux qui gravitaient sur les lieux. Donc nous avions, considéré que nous devions
et enlever cette idée d'empoisonnement en Nouvelle-Calédonie, ça c'était la première chose. Donc pas de poison, mais quand même des chasses à l'hélicoptère avec des snipers qui visent, ça, on imagine tout de suite ce que ça peut coûter. Oui, mais c'est différent. Oui, bien sûr. Oui, mais on l'a pas fait ici. Il y a eu un essai avec le CEN en province nord sur une chasse hélico pour pouvoir voir un petit peu sa faisabilité. Et effectivement, nous avons un coût hélico ramené après à l'animal qui est anti-économique. Donc voilà, ça c'est une des raisons. Un couvert végétal qui rend un couvert végétal qui est différent. N'hésitez pas à vous approcher du micro, Monsieur Canel. Un couvert végétal qui rend la pratique difficile. Après, par contre, pour répondre à votre question, le président du gouvernement, dans son discours de politique générale au Congrès, a souhaité réouvrir le dossier sur la valorisation du gibier chassé en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que c'est un dossier que nous avons travaillé depuis de très nombreuses années. Nous avions bien avancé. Après, les questions sanitaires sont compliquées parce que entre être chasseur, tuer son animal pour soi-même ou sa famille et ensuite organiser toute une filière avec une viande qui va rentrer dans des réseaux de commercialisation, des réseaux de transport et ensuite peut-être des viandes qui rentreront dans de la restauration collective, ça implique d'autres risques sanitaires. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas vétérinaire, mais c'est une des raisons. La raison sanitaire doit être encadrée parce que derrière, on met en place un réseau de collecte, un réseau de commercialisation. Ça part de l'abattage. Effectivement, nous avions fait tous les tests pour former des chasseurs au respect des règles sanitaires et les résultats étaient intéressants. Mais la moindre erreur, la petite pollution qu'il peut y avoir dans un animal au départ, pollution bactériaux, qu'on ne voit pas lorsqu'on a découpé notre viande, qu'on le met dans notre congélateur quelques jours après, mais une viande qui se retrouve 3 semaines ou 1 mois après sur l'étal, le risque sanitaire n'est peut-être pas le même. Donc il y avait eu effectivement cet aspect qui avait été pris en compte. Après, il y a également, faut pas oublier que le cerf, c'est quelque chose de passionnel en Nouvelle-Calédonie et que malheureusement des gens sont morts à cause de chasse ou de braconnage sur des propriétés. Et donc quand on décide de libéraliser la chasse, pareil, on s'est toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne chasse pas de nuit? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autorisé les chasses de nuit? Mais c'est parce qu'il y a eu des problèmes par le passé et il y a toujours des risques. Parce que derrière, tout le monde ne va pas respecter la réglementation. Alors et c'est bien le problème. Vous utilisez le terme libéralisé, on pourrait utiliser le terme professionnalisé, c'est-à-dire avec des formations, des diplômes, etc. Mais je reviens sur l'histoire. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore arrivé à la valorisation et à la libéralisation de la commercialisation de la viande chassée? Parce qu'il y a eu des conflits entre... Il y a beaucoup de Calédoniens qui n'ont pas de propriété en Nouvelle-Calédonie. Et donc il y a beaucoup de Calédoniens qui ont besoin de chasser. Donc ces gens-là, il faut pouvoir leur donner des accès à la chaîne, au domaine, pour qu'ils puissent chasser et aller chercher leurs cerfs. Il y a des propriétaires qui ont des surpopulations de cerfs chez eux. En général, ils les maîtrisent, ils les règlent. Ces gens-là, il n'y a pas de problème pour les autoriser. Mais il y a tout un circuit à mettre en place, après, avec une identification des animaux. Il faut autoriser les chasseurs. Est-ce qu'on n'autorise que les propriétaires qui ont des propriétés privées? Est-ce qu'on n'autorise que des chasseurs qui ont un agrément? Tout ça, ça a été réfléchi et c'est resté effectivement dans des cartons des années. Moi, lorsque je suis arrivé à l'agence rurale, j'ai souhaité qu'on réouvre ce dossier et le président du gouvernement également. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines avec M. Jean-Louis d'Angleberme, le membre du gouvernement en charge de l'agriculture et de l'élevage, qui est tout à fait d'accord pour qu'on réouvre ce dossier. Donc ce dossier est à la DAVAR, c'est la Nouvelle-Calédonie qui est en charge de la réglementation. Le dossier est dans les cartons et c'est à la Nouvelle-Calédonie à l'exhumer et à faire en sorte qu'on puisse avancer sur ce dossier parce qu'il y a la place en Nouvelle-Calédonie pour que les Calédoniens puissent valoriser de façon transparente le gibier de cerf chassé. Donc de votre point de vue, le sujet avance. Oui. Cas. D'accord, très bien. Alors, M. Canel et M. Aubé ont envie d'intervenir, mais on a Daniel au téléphone. On va accueillir Daniel tout de suite. Bonjour. Bonjour Lionel.
Canel, bonjour Marcel, bonjour David. Bonjour. Voilà, moi je pense que la vraie raison depuis 20 ans ou 30 ans qu'on parle de la commercialisation de la viande de cerf, c'est qu'actuellement la viande de cerf achetée aux chasseurs, qui est garantie par les chasseurs, hein, elle est entre 250 et 500 francs, hein, et sinon ça va passer à 1500, 2000, parce que dans le projet, il y avait des camions frigo qui devaient monter chercher la viande, ici et là, des trucs de vétérinaires, et bien entendu, c'est pas aujourd'hui où on parle de la vie chère qu'on va commencer à faire cette réglementation où les prix vont tripler. De toute façon, malgré la réglementation, il y aura toujours de la viande vendue par les chasseurs, comme on peut acheter du veau, du bœuf partout en brousse, même chez des éleveurs, parce que voilà, on le paye quand même moins cher qu'à la boucherie, et il y a quand même 15 à 20 000 personnes qui n'ont pas vraiment de moyens de s'acheter de la viande de la boucherie. C'est pas mon cas, je vous le dis, hein, et voilà. Par contre, pour celui qui a trouvé un cerf avec une oreille percée dans le col d'Amieux, moi, quand j'avais ma propriété, j'ai trouvé un cerf avec une étiquette chez moi. Il venait, et je savais qui c'était le propriétaire, il venait de plus de 50 km de chez moi, hein, parce qu'il avait ouvert les parcs pendant la grande sécheresse de 93. Et c'est pas hier, ça, 93, et le cerf, 7 mois après, il est arrivé chez moi. Voilà, ouais. Alors l'histoire, je vois pas comment que les gens, ils vont payer, mettre les cerfs dans des camions, d'abord, pour les mettre dans les camions, c'est pas facile, pour aller les relâcher, c'est la conteste. Je vous remercie, elle est très bonne votre émission. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions Daniel, bonne journée à vous, au revoir. Monsieur Canel, vous voulez intervenir? Bonjour Daniel, et merci pour les précisions, parce que ça m'a été enlevé de la bouche, je souhaitais intervenir là-dessus. Il y a un aspect dont on ne parle pas par rapport au projet, c'est l'aspect qui est lié au prix, à la tarification de la viande. Il est clair par rapport à ce projet, quand on a commencé à en discuter, et j'en profite aujourd'hui d'être avec M. Brinan, et j'espère que d'autres élus écoutent, pour dire que le but de ce projet, c'est avant tout de fournir de la protéine à bon marché à la population calédonienne. Beaucoup de gens que l'on rencontre, ils disent oui, on peut acheter du cerf, mais quand vous achetez 3 petites côtelettes de cerf, ça coûte 1400 francs, donc il ne faut pas se moquer du monde. Et bien là, il ne s'agit pas du tout de faire des choses comme ça. Il s'agit de fournir une viande à la population calédonienne, une viande qui soit à bon marché, de l'éco-protéine en quelque sorte. Très bien. Pierre Aubé, vous vouliez intervenir depuis tout à l'heure, c'est toujours le cas ? Oui. Allez-y. Je rejoins, Marcel, il m'enlève le pain de la bouche, justement, c'est ça. En fait, et puis Lionel aussi en parlait, ce qui fait que le cerf coûte, enfin, le projet de récolte des carcasses est tombé à l'eau, c'est parce que quand même, quelque part, il y a des surcoûts. Déjà, les frigos, déjà les gens qui font l'examen initial, les frigos, ensuite les transports. Vous voyez, ça faisait monter le prix en flèche à chaque fois. Et puis finalement, voilà, c'était surtout le coût de tout. Puis il faut des prestataires de services en intermédiaire, voyez-vous, pour que ça fonctionne. Bon, on avait essayé, on avait fait un petit calcul, c'était possible. Mais bon, et Marcel dit, 3 côtelettes pour 1200 francs. Cette viande de récolte n'aurait pas coûté ce prix-là quand même. Par contre, en revanche, moi ce qui me gêne un peu, c'est que vendre de la viande de cerf en détail comme on le fait actuellement, quelquefois on en voit. Hein. Je crois ça serait quand même plus judicieux de faire des cassettes de type familial ou des morceaux beaucoup plus conséquents et vendre moins cher, tout simplement, voilà. Mais pas faire du détail, là, des petits steaks de rien du tout qui coûtent une fortune. Moi, je comprends pas trop, là. Voyez-vous, au niveau de la vente au détail. Voilà, là, il y a un gros problème, à mon avis, là. Voilà. Merci Pierre Aubé, président de la Fédération de la faune et de la chasse. Monsieur Brinon, vous vouliez intervenir ? Oui, donc moi je voulais compléter. Effectivement, c'était l'autre aspect que je voulais développer, mais je remercie Daniel de nous avoir donné les informations et Marcel et Pierrot sur l'aspect économique. Donc on a fait venir des Néo-Zélandais, des chasseurs professionnels qui chassent en hélico et qui sont dans le circuit et qui travaillent avec des structures comme l'OCEF en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir commercialiser leur viande.
mais ce n'est pas sur la même espèce. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des cerfs qui ont des poids carcasses bien supérieurs aux nôtres. Et quand ils sont venus et qu'ils ont vu à quel prix les propriétaires étaient d'accord pour sortir la carcasse au départ, c'était anti-économique. Et ensuite, envoyer des hélicoptères dans la chaîne centrale où on est à 150 000 francs de l'heure, 80 000 ou 150 000 en fonction du type d'hélico, c'est anti-économique. Donc ça également, ça a été des freins. Et ça, il faut, pour pouvoir faire une protéine pas chère, on peut tourner le problème dans tous les sens, il faudrait que l'animal carcasse sorte d'une propriété, une fois abattu et viscéré, à maximum 5 000 francs. 5 000. La carcasse. La carcasse en pot. Bien sûr. Si on veut valoriser et si on veut faire une viande pas chère. Et c'est une piste qu'il faut vraiment explorer. Et en tant qu'administrateur de l'OCEF, j'ai également posé la question au président de l'OCEF et au directeur de l'OCEF, comment est-ce qu'on pouvait avancer sur ce dossier, parce qu'effectivement, à l'époque, on leur avait demandé de travailler là-dessus. Il fallait un investissement spécifique de l'ordre de 300 à 400 millions. On a dit tout de suite, arrêtez, quoi. On rentabilisera jamais les choses s'il faut faire des investissements comme ça. Donc, on leur a demandé de revoir. A priori, là, ils sont en train de refaire des investissements pour du mouton, pour du cabri, sur des chaînes qui pourraient accueillir des animaux, des cerfs, donc des animaux de petite taille. Donc, il y a quelque chose qu'on est en train de retravailler pour réussir à proposer un circuit. Mais il faut que ce circuit nous permette de sortir une viande pas chère, parce que sinon, ça ne marchera pas. Alors, beaucoup de filières d'agriculture, que ce soit l'élevage ou l'agriculture maraîchère, sont souvent subventionnées. Là, en plus, on sait que le cerf coûte beaucoup d'argent de par son impact sur l'environnement. Donc, est-ce que ce ne serait pas... Et puis, à un moment, les impacts sur l'environnement, on va les payer pendant de très nombreuses années, sur des conséquences qui sont parfois irréversibles. Donc, jusqu'à quand on peut mettre en face de cela un point de vue économique à ce niveau-là ? Monsieur Canel. Le combat par rapport à cette situation d'atteinte à l'environnement, c'est un combat qui ne cessera jamais. Nous sommes allés en Nouvelle-Zélande à plusieurs reprises, voir comment travaillaient les gens qui étaient sur le dossier. Ils ont été très clairs avec nous. Ils ont dit on peut tout faire, mais ça va toujours continuer, puisqu'on n'arrivera jamais, et ce n'est pas le but en plus. Vous vous rendez compte, éradiquer quelque chose avec quoi on a grandi et puis qui fait partie de notre culture, voilà, comme l'a dit tout à l'heure Lionel, bon, ça ne se fait pas. Donc c'est quelque chose qui va durer longtemps, c'est quelque chose qui va durer très longtemps. La problématique ici, elle vient du fait qu'on a une population qui est suffisamment importante pour causer beaucoup de dégâts, mais qui n'est pas suffisamment rentable pour permettre à des sociétés qui se créeraient en Nouvelle-Calédonie de vivre là-dessus. On a eu l'occasion, lors des tests qui ont été faits avec les équipes néo-zélandaises et australiennes qui sont venues en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce n'était pas des tests sur le terrain, hein, non, c'était vraiment un débat, c'était vraiment des échanges sur les possibilités de mettre en place des structures de collecte du gibier. Très rapidement, on s'est rendu compte que ça coûterait très très cher. Et petit à petit, les personnes qui étaient intéressées par ça s'en sont désintéressées. Donc, est-ce qu'avec les techniques qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'on a dit, alors on a estimé, j'ai dit tout à l'heure 300 000, on m'a dit bon, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a plus, en tout cas les chiffres sont difficiles apparemment à donner, mais est-ce qu'on va réussir à reprendre le contrôle de cette population qui fait des dégâts absolument énormes sur les ressources en eau, sur les sous-bois, etc. Est-ce qu'on, oui ou non, on va être capable de... Il y a des endroits où ça a été fait, Nous, on connaît des endroits qui étaient de véritables sanctuaires, qui étaient extrêmement peuplés. Eh bien, ça a été fait tout simplement par la chasse d'une part et la protection des espaces d'autre part. Le problème avec la protection des espaces, c'est que ça crée des couloirs de canalisation qui vont envoyer les animaux ailleurs. C'est ce qu'on disait au début par rapport aux animaux qu'on peut retrouver dans la chaîne centrale. Mais il y a des endroits, bon, moi je n'ai pas travaillé sur ces dossiers, mais je pense par exemple à Bourail, il y a des territoires où on a quand même bien purgé la population pour arriver à une population qui est quand même un peu plus raisonnable. Il y a d'autres secteurs, des propriétés qui sont sur Boulou-Paris, j'en connais quelques-unes où le travail a été fait. Par contre, j'en connais aussi où c'est tout à fait l'inverse. Il y a effectivement... il est possible de réguler les surpopulations d'animaux par différentes techniques, la capture, la chasse, l'abattage massif. L'objectif, c'est bien d'arriver à une gestion de la population
pour retrouver des beaux animaux. Parce que le cerf a une valeur patrimoniale et le cerf, c'est pas qu'une valeur économique au niveau de la viande. Vous avez également la chasse au trophée, vous avez également les circuits de chasse photographique. Il y a beaucoup d'autres aspects économiques qu'on pourrait faire autour du cerf. Et donc nous, au niveau de l'agence rurale, on soutient le projet Protège, un projet dans lequel nous mettons 270 millions sur 3 ans pour justement travailler sur des méthodes de régulation des populations sur les grands massifs où on va professionnaliser des chasseurs calédoniens. Ces chasseurs-là, parce qu'on a les compétences en Nouvelle-Calédonie, il faut organiser ça. Donc, on va travailler avec eux. Maintenant, est-ce que ces animaux pourront être valorisés ou pas? À partir du moment où ça sera dans la chaîne centrale, ça va être compliqué pour les sortir et arriver à de la rentabilité. Mais on est en train de travailler là-dessus. En parallèle, on travaille sur le texte qui va permettre d'organiser la valorisation et la mise en circuit de la vente de gibier chassé pour des gens qui seront agréés et qui seront autorisés à commercialiser avec derrière les vétérinaires qui pourront estampiller la viande pour les mettre dans le circuit. Donc tout ça est en train d'être travaillé, mais c'est un dossier qui n'est pas simple. C'est un dossier passionnel. Le cerf est au milieu de toutes les convoitises en Nouvelle-Calédonie, hein, de la ville jusqu'en brousse. Donc on le fait malheureusement pas assez vite par rapport à la protection de l'environnement, on en est conscient. Mais là, on va vraiment mettre des moyens sur la chaîne centrale et puis on va plutôt laisser les propriétaires et les chasseurs sur les plaines, les zones de plaine de la côte est et de la côte est sur les piémonts. Gérer les surpopulations, eux, dans les zones où les accès sont quand même assez faciles pour pouvoir, nous, se concentrer les moyens financiers publics sur les zones patrimoniales au niveau des écosystèmes. On arrive bientôt au terme de cette émission, mais une dernière question. On a dit, hein, c'est difficile d'évaluer le nombre de cerfs actuellement. En tout cas, on en connaît les ravages. Est-ce qu'on a une idée de combien de cerfs il faudrait pour avoir, on va dire, une gestion contrôlée de cette ressource, entre guillemets? C'est une bonne question. Et justement, pendant des années, on a essayé de compter et de savoir combien de cerfs il fallait abattre. C'est le niveau d'impact qu'il faut mesurer. Donc là, il y a des indicateurs de suivi qui sont mis en place. Nous avons à plusieurs reprises, Pierre Aubé l'a dit tout à l'heure, fait venir un expert international qui s'appelle Marc Collin qui travaille sur des indicateurs de suivi. Nous avons également une autre chercheur de Poitiers qui travaille également sur d'autres indicateurs. Et avec des experts australiens et néo-zélandais, nous avons demandé au CEN de pouvoir créer un comité scientifique dans lequel nous allons travailler sur les indicateurs. Lorsque les graminées et lorsque la forêt repousse, c'est que le nombre d'animaux a diminué. C'est ça qu'il faut mesurer. Il faut mesurer la résilience de la forêt, la résilience des écosystèmes. À partir de là, nous saurons que la population soit s'est déplacée, mais en tous les cas, n'impacte plus de la même façon cet écosystème, donc qu'elle a diminué. On va être obligé de s'arrêter là, Monsieur Bruno. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Marcel Canel, je rappelle, président d'honneur de la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie. Pierre Aubé, président de la Fédération de la faune et de la chasse. Et Monsieur Lionel Brinon, élu au Congrès et président de l'Agence rurale. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là aujourd'hui. Merci David. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir tout le monde.